Maintenant, là, tu sais, ce qu'on veut démontrer, c'est que oui, elle va arrêter, mais que la bouteille va-tu absorber l'impact de la balle? Elle est sortie? On l'a manqué, celle-là, on l'a refait, ça va y aller. Salut la gang! Aujourd'hui, on est blindés parce qu'on parle des différents types de vestes de sécurité. Gros sujet aujourd'hui. C'est une question qui nous est posée souvent dans les commentaires, puis c'est une question qui revient souvent aussi dans les formations. Quel type de veste vous portez, puis qu'est-ce que je devrais m'acheter comme veste? C'est des questions qui sont très, très importantes, parce qu'il y a différentes raisons de porter une veste. Donc, on va essayer de vous expliquer l'utilité de chacune d'entre elles, puis qu'est-ce que vous devriez aller vous chercher selon les besoins que vous pensez que vous allez avoir. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai le droit de porter une veste? Bien, c'est une bonne question à se poser parce que c'est pas tous les événements dans lesquels on va pouvoir porter notre veste. Dépendamment de l'événement dans lequel vous allez être, puis dépendamment de la position que vous allez être, le client va peut-être décider qu'il ne veut pas avoir des gens qui vont avoir l'air trop répressifs. C'est pas tous les clients qui veulent aller jusque-là au niveau de la sécurité. C'est vraiment une question à poser en arrivant au contrat, puis bien souvent, même si vous avez votre veste puis vous êtes déjà tout prêt à travailler, ça peut arriver que le superviseur vous dise « Malheureusement, les gars, aujourd'hui, je vais vous demander d'enlever vos vestes. » Mais inquiétez-vous pas, quand le superviseur vous demande ça, c'est qu'il est au courant de l'événement dans lequel vous en allez, puis il sait que ça va être extrêmement familial, puis je pense pas que vous avez besoin d'une veste par balle pour aller voir des enfants jouer dans un parc. Dépendamment de l'événement dans lequel vous allez vous trouver, ben il va falloir s'ajuster, évidemment. C'est certain qu'au niveau de la supervision, habituellement, le client s'attend à ce qu'on se démarque des autres. Il veut qu'on ait l'équipement qu'on a besoin d'avoir parce que souvent, on va traîner la radio du superviseur et la radio de l'événement. Donc, ayant tout ça en tête, ils vont nous laisser porter nos vestes. Il va falloir y aller avec ce que le client demande en premier, c'est notre priorité. Mais c'est évident que si je vous invite au show de Rammstein, il y a des bonnes chances que vous en ayez besoin. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour tous les équipements que vous avez sur vous. Il y a certains événements où le promoteur ne voudra pas que vous ayez une menotte sur vous. Il y a certains événements où vous n'aurez pas le droit d'avoir le bâton rétractable. La lampe de poche est acceptée partout, parce que la lampe de poche, c'est votre outil de travail numéro 1. Les gants, habituellement, sont acceptés partout aussi parce que ça reste des outils de protection qu'on ne peut pas vous enlever. Mais dépendamment de l'événement où vous allez être, ça se peut qu'on vous dise on aimerait ça que tu enlèves tes menottes, le client trouve que c'est trop répressif. Faut pas le prendre mal, faut pas le prendre. Il faut pas penser qu'on fait ça pour vous gérer ou pour. C'est vraiment une question d'image. On n'est pas les clowns de la gang. On a déjà un air un peu répressif. Fait que si le client veut réduire un peu l'effet qu'on a, bien souvent, il va nous demander de ne pas avoir nos ceinturons puis d'avoir le moins d'équipement possible sur nous. Mais inquiétez-vous pas, habituellement, dans tous ces événements-là, les patrouilleurs vont avoir leurs menottes, puis le superviseur va avoir ses menottes. Donc, si jamais il se passe quelque chose, eux autres sont équipés. C'est très important de savoir aussi que vos vestes, même s'ils font partie de votre équipement, ils ne devraient pas être portés de façon cosmétique. Ils devraient être portés de façon utilitaire, adaptés en conséquence de ce que vous avez à faire. Évidemment, il y a la partie utilitaire, ce que j'ai sur ma veste, c'est ce que je tiens avec moi. Puis il y a la partie protection aussi. La veste jaune, même si elle ne me protège pas d'un coup de feu, elle me protège quand même. Donc, la première veste dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la veste qui est une veste sécuritaire. C'est la veste haute visibilité. Vous les voyez souvent. On les voit évidemment avec nos équipes de signaleurs, les policiers quand ils font de la circulation, évidemment les agents de sécurité dans beaucoup de cas. Dans les cas où on va être confronté à certains véhicules, ça va être un équipement vraiment extrêmement important. Une des choses importantes à faire quand on a à porter une veste de sécurité, c'est de s'assurer qu'elle est bien montée, puis que quand on l'a sur le dos, on n'a pas de l'air d'un écureuil avec une tuque. Donc, je dis n'importe quoi, là. Je t'en prie, ne le fais pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Qu'est-ce que je veux dire, là? Ça va être extrêmement important de la porter de façon adéquate pour qu'on voit bien le X dans le dos et qu'on voit bien les bandes réfléchissantes en avant. Pas comme ça, pas comme ça. Ne sous-estimez pas votre veste de visibilité. Vous vous retrouvez devant une bétonneuse à 4 heures du matin avec ça, il y a beaucoup plus de chances que le chauffeur du camion vous voit que si vous êtes en t-shirt noir. Donc, ça pourrait sauver votre vie la nuit. Être visible, ça fait une grande partie de notre travail, c'est extrêmement important. Ça, c'était pour la veste haute visibilité. Ensuite, on arrive à la veste tactique. C'est vraiment le plus sobre possible. Elle est noire complet. C'est une veste qu'on va appeler une veste utilitaire. Elle n'est pas là parce que c'est beau, elle est là parce qu'elle est utile. On va vous conseiller de vous acheter une veste qui va être en filet, en mèche qu'on appelle. Ce matériel-là
à la base, il est flexible, donc il va vous permettre de grands mouvements et ça ne sera pas trop chaud. L'autre chose qui est extrêmement importante quand vous allez faire l'achat de votre veste, ça va être de l'essayer en magasin. Être certain qu'elle va vous faire puis qu'elle va être de la bonne grandeur, la bonne longueur. Ces vestes-là sont habituellement ajustables aux épaules, ils sont ajustables sur les côtés pour être capable d'aller chercher un peu les gens qui sont un peu plus ronds du devant et les plus grands aussi. Il y en a comme moi qui ont une fermeture éclair à l'avant avec des clips. Il y en a qui vont se porter un peu plus comme une veste balistique qui va se passer par-dessus la tête et s'attacher sur les côtés. On s'arrange pour que la veste soit le plus confortable possible. Donc, prenez le temps de la magasiner, prenez le temps d'aller en voir puis d'essayer de trouver le modèle qui va faire le plus votre affaire. Je ne vous déconseille pas de l'acheter sur Amazon, hein, mais reste que si vous ne l'avez pas essayé, si vous n'avez pas le feel du matériel, si vous n'avez pas essayé si la grandeur est vraiment ce que vous voulez, vous risquez d'être déçu. Puis, c'est des vestes qui coûtent quand même aux alentours d'une centaine de dollars. Si vous voulez quelque chose qui est vraiment de qualité, hein, parce que c'est sûr que sur Wish, là, vous allez peut-être vous en trouver une à 39,95, mais elle va vous toffer 3 mois. Vous pouvez en acheter des vestes qui ont déjà des poches, déjà tout inclus. Ça donne pas de flexibilité tant que ça. La veste que j'ai sur moi présentement, chacune des pochettes, c'est une pochette qui est achetée séparément, qu'on peut venir mettre dans le système de courroies qu'il y a partout sur la veste. Les courroies sont très pratiques. Mettre les crayons sont très pratiques pour mettre un étui à téléphone, pour insérer la clé de menottes. On peut décider de la grosseur des pochettes qu'on va mettre. Tu sais, là, il y a des gens qui seront peut-être pas confortables de travailler avec une grosse poche ici. Ils vont vouloir l'avoir plus sur le côté. Cette veste-là, elle est 100% modulaire. Donc, elle me donne des possibilités pratiquement infinies, là, dépendamment du type de poche que je vais acheter. Ce que je conseille, là, lampe de poche, radio, clé menottes, un fourre-tout, puis la poche à bâton. Vous savez que cette veste-là, elle a été conçue pour une chose, c'est enlever le poids de sur votre ceinture. Hein, parce qu'avant, c'était tous des équipements qu'on portait autour de la ceinture et après une journée de 12 heures, là, on commençait à avoir mal au dos puis aux hanches. Quand on a 2 radios sur la ceinture, là, la journée est longue en Boswell. 2 radios sur la veste, on la sent pas parce que c'est nos épaules qui tiennent le poids de notre matériel. Puis en plus de ça, on peut attacher la veste à nos pantalons puis ça empêche nos pantalons de tomber. Avant, on remontait tout le temps nos pantalons parce que tout le poids était à la ceinture puis on perdait nos culottes toute la journée. Moi, je peux m'asseoir dans un véhicule. Maintenant, j'ai pas un radio dans le dos, j'ai pas... Tout est en avant, fait que je peux m'asseoir dans mon véhicule, je suis bien à côté, je suis flexible, je peux bouger, je peux faire passer mes fils de radio à l'intérieur de la veste parce qu'elle le permet dans le dos d'être capable de faire passer des fils aux épaules puis d'avoir aucun fil apparent. Ça aussi, c'est extrêmement pratique parce que quand tu as un fil qui traîne, c'est facile pour quelqu'un de te tirer dessus. Hein. Donc, on essaye de cacher nos fils le plus possible. Si vous venez jouer dans mon dos, vous allez voir qu'en rentrant votre main à peu près à 3 ou 4 pouces à l'intérieur de la veste, il y a une poignée à l'intérieur. Cette poignée-là, elle servirait dans le cas où je tombais et que j'étais évanoui puis que vous vouliez me retirer de la situation. Vous pourriez tirer sur ma veste, ça serait une façon de me traîner de façon facile. Quand même moi, là, c'est vraiment de mettre mes équipements pour ne pas les avoir au ceinturon. Donc, celle-là, je ne l'enlèverai pas pour la lancer, par exemple. On arrive au premier échelon des vestes de protection. Et là, je vais vous présenter une veste qu'on appelle la veste anti-coupure. On ne parle pas d'anti-pic, là. On parle d'anti-coupure ou anti-slash. Donc, cette veste-là, c'est une veste qui est flexible. C'est une veste qui est faite de plusieurs épaisseurs de nylon et de tissu. Et cette veste-là, là, elle va venir empêcher un coup de couteau là, qui viendrait essayer de couper votre devant ou votre derrière. Elles ont été très populaires longtemps, mais elles sont en voie de disparition présentement. Il y en a de moins en moins sur le marché parce qu'on va aller plus vers une veste qui est maintenant une veste anti-pic et anti-coupure. Parce que les vestes anti-pic vont être capables d'aller faire les 2 niveaux de protection. Ces vestes-là, ils sont faites d'un matériel mou qui va venir freiner le mouvement de la lame quand l'assaillant va essayer de venir vous couper. Donc, c'est vraiment des vestes qui sont flexibles, mais c'est quand même relativement épais, puis ça ne doit pas être très, très confortable en été à la grosse chaleur. C'est aussi important de noter qu'à partir du moment où la veste a été coupée et que vous voyez là, qu'il y a vraiment une ligne de coupure sur la veste c'est terminé. À partir du moment où elle a été coupée, là, en théorie, elle n'est plus protectrice, ils ne vous garantiront plus la sécurité que vous devriez avoir avec. Donc, à prendre en considération quand on va vouloir faire l'achat de ce type de veste-là, une fois qu'elle a été coupée, c'est fini, on n'en parle plus. Les anti-pics, celle-là, on ne s'est pas trop cassé la tête pour trouver le nom, hein, parce que c'est pour anti-pic. Évidemment,
Comme vous pouvez voir, c'est des vestes qui sont déjà beaucoup moins flexibles parce qu'à l'intérieur, ce sont des plaques en composite qui font la couche de protection. Tant que la plaque n'est pas traversée, vous êtes protégé même si la partie extérieure a été coupée. Vous gardez quand même une certaine protection. C'est une veste qui est dure. Hein? Vous voyez les plaques qui sont à l'intérieur, là, ça reste quand même du plastique qui est quand même relativement raide. Et c'est certain qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez des plaques qui sont si rigides que ça, bien, vous perdez au niveau du confort. Mais elle est quand même beaucoup plus légère que l'anti-slash qu'on vous a montré précédemment et beaucoup plus mince. Ce type de veste-là, elle va empêcher la pénétration d'une lame. S'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer une lame avec la pointe de la lame, jusqu'à 43 joules. C'est quoi un joule? Un joule, c'est une unité de force. C'est une façon de calculer l'énergie qui va être dispersée. Ça veut dire qu'une 43 joules, il va être au bout de la pointe du couteau. Ce qu'on veut avec une veste anti-pic, c'est être capable de protéger une partie vraiment spécifique du corps, une petite partie. Le modèle qu'on a ici présentement, c'est un modèle qui commence à dater déjà un petit peu. Il faut faire aussi attention, il y a certaines vestes qui vont avoir des dates de péremption, que le matériel risque de s'efficher avec le temps et qui vont perdre de leur efficacité. Donc, ça va être important à regarder si jamais vous en achetez une de seconde main, de vérifier que la date qu'il va y avoir ne soit pas dépassée et supposé protéger votre vie. Maintenant, on rentre dans le gros stock. Les vestes par balle. Dans le monde des protections balistiques, toutes les vestes ne sont pas égales. Il va exister plusieurs types de modèles qui vont avoir des tolérances à différentes vélocités. Ça va être la vitesse du projectile, dépendamment du calibre de revolver ou d'arme à feu qui va être utilisé. C'est probablement le type de veste que vous connaissez le plus parce que c'est le type de veste qu'on voit sur les policiers partout à travers le monde. C'est le type de veste que ces gens-là vont porter pour se protéger. Ces vestes-là sont calibrées pour être certain qu'elles vont vous protéger contre certains projectiles ou certaines armes. Dans le fond, elles ont été testées en laboratoire pour s'assurer qu'elles sont capables de vous protéger de certains éléments. Donc, pour les vestes de protection balistique, il y a 5 niveaux, mais il y a des niveaux intermédiaires aussi. Donc, les niveaux vont aller de 2A, 2, 3A, 3 et 4. Donc ça, ce sont les niveaux. Habituellement, là, on va commencer à parler de vraiment les protections au niveau de la police. Là, ça va être du niveau 3A et du niveau 3. Puis quand on va parler des niveaux 4, on va vraiment parler de plaques, là, de plaques en quoi déjà? On va parler de plaques en céramique. Là, on va parler vraiment de protection là, du niveau de l'armée. Si vous avez une veste de niveau 4, c'est pas souvent la veste qui va vous amener au niveau 4, c'est la plaque qui va y avoir mis à l'intérieur. Parce que souvent, les vestes de niveau 3 vont avoir des poches où on va pouvoir venir ajouter des plaques balistiques à l'intérieur pour faire en sorte d'augmenter le niveau de la veste. Pensez à quel genre de menace vous pensez faire face avant d'acheter votre veste. Présentement, là, au Canada, la réglementation sur les armes à feu ne permet pas vraiment d'acheter d'armes semi-automatiques, elle ne permet pas vraiment d'acheter d'armes de très haut calibre. Si vous pensez faire des actions qui sont à la hauteur d'un policier. Puis là, moi, là, ce que je vois en sécurité qui pourrait être à cette hauteur-là, c'est vraiment le transport de valeur. Hein, les gens qui vont faire du transport de valeur vont porter des vestes par balle, ils sont armés comme des policiers. Donc, le type de menace qui pourrait leur venir, c'est vraiment pas mal équivalent à ce qu'un policier pourrait subir. Mais vous, en tant qu'agent de sécurité, si vous désirez porter une veste pour votre protection, c'est peut-être pas nécessaire d'aller à la 3. C'est des vestes qui coûtent très cher, premièrement, et deuxièmement, ils sont pas bonnes pour la vie. Ils ont une durée de vie. Hein? Donc, on va parler d'une veste neuve qui a 5 ans. Puis, faites-vous pas avoir. Allez pas sur Internet et achetez une veste usagée qui a 7 ou 8 ans. Elle vous donnera absolument rien. Vous êtes aussi bien de garder votre T-shirt. Évidemment, une veste par balle, là, c'est pas donné. Ce type de veste-là que j'ai avec moi présentement, c'est une veste qui vaut pas loin de 1000 $. Puis, c'est une veste que je rentrais un bras dedans à peu près, c'est tout. Si je voulais une veste à ma grandeur, une veste qui va couvrir les parties nécessaires pour ma protection à moi, on parlerait plus d'une veste de 1500 $ pour le même niveau de veste. On va parler de 500 $ de plus. Donc, on va vraiment payer pour le tissu de plus qu'il va y avoir sur la veste, puis elle vous dure 5 ans.
Autre chose, il y a certains types de vestes aussi qui vont avoir des poches, une poche de dispersion qui va se situer au niveau des organes vitaux pour mettre une plaque qui va s'appeler une plaque anti-trauma. C'est une plaque qui va faire en sorte d'augmenter le taux de dispersion de la vélocité de la balle pour protéger les organes vitaux. On a tous vu des films où l'acteur principal se fait tirer un chargeur de 16 balles dans le corps, il tombe sur le dos, on pense qu'il est mort et 4 secondes après, il se relève en disant « Bienvenue à la fête, camarade! » Mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Je peux vous garantir qu'une balle dans votre veste, vous allez peut-être y penser pendant 4 à 5 mois parce qu'elle risque de casser plusieurs côtes une fois que vous allez la recevoir. Parce que justement, ce que la veste va faire, c'est qu'elle va disperser la vélocité de la balle sur une plus grande région. Donc, vous risquez de vous casser 2 ou 3 côtes. Si on revient au niveau des niveaux des vestes, le niveau 1, là, c'est un niveau qui est pas mal désuet, qui n'est plus sur le marché. Vous allez en trouver rarement. Le niveau 2A, c'est le genre de veste que vous allez pouvoir cacher en dessous d'une chemise. C'est le genre de veste blanche qui se porte en dessous d'un chandail ou en dessous d'une chemise pour pas que ça paraisse qu'il porte un gilet pare-balles. Donc, c'est ce type-là qu'on va avoir. Ils vont être capables d'arrêter des petits calibres. On va parler d'un 9 mm. C'est un niveau là, qui serait vraiment un niveau acceptable pour un agent de sécurité qui travaille dans un centre d'achat de nuit ou pour une petite menace. Donc, en plus d'être une des vestes qui vont être les plus abordables, bien, c'est pas mal la veste qui est recommandée pour les agents de sécurité grâce à cause de leur flexibilité puis de leur poids qui n'est pas trop lourd non plus. Donc, quand on parle du niveau 2A, puis qu'on se rend au niveau 2, il y a quand même une grosse marche parce qu'on parle du 9 mm avec un niveau 2A. Puis quand on arrive au niveau 2, on va parler d'un 357 Magnum. On parle d'une arme à feu qui a quand même une puissance assez développée. Comment ça fonctionne une veste pare-balles? Quand la balle va arriver sur vous, il y a plusieurs couches de polymère qui vont venir diffuser la force de la balle sur votre abdomen, sur votre corps. Donc, ça va faire en sorte d'empêcher la balle de passer à travers parce que ça va l'arrêter dans le fond. La force va être transmise à la veste et la balle va arrêter, elle ne vous transpercera pas. Ce qui est important de savoir aussi dans ça, si on vous tire le chargeur sur le corps, il y a peut-être des chances qu'à la deuxième ou à la troisième balle, la balle passe à travers. Parce que le polymère qui est à l'intérieur va se déformer un peu, ça va faire en sorte qu'elle ne sera plus capable de transférer l'énergie de la balle, et là, la balle va continuer et elle va passer à travers le polymère. Quand on va parler du niveau 4, ça va être vraiment des protections qui vont être pour des environnements de guerre, où il va y avoir du tir d'armes semi-automatiques, où il y a vraiment des chances qu'il y ait plusieurs projectiles de haut calibre qui vous attaquent. Je pense pas que présentement, dans une situation comme on a ici au Québec, au Canada, vous vous retrouviez dans des situations qui sont assez extraordinaire pour avoir ce type d'événement-là. Je ne pense pas que ça va aller jusqu'à porter une protection qui pèse de 10 à 15 livres sur notre corps pour se protéger d'une situation qui pourrait arriver une fois sur 1000. Il ne faut jamais oublier que la veste protège votre abdomen. Elle ne protège pas votre tête, elle ne protège pas vos jambes, elle ne protège pas vos bras. C'est une protection de plus, mais vous ne devenez pas invincible. Donc, de toute façon, je pense que ce n'est pas à l'agent de sécurité à courir après le tireur actif. On est là pour protéger la clientèle et pour se protéger nous-mêmes. On essaie d'aller le plus loin possible. On vous en a parlé dans d'autres vidéos. On s'éloigne des coups de feu. Là, ça fait déjà plusieurs minutes que je vous achale avec ma théorie, mes grandes théories et mes grands textes et ma vélocité et tout et tout. Mais c'est le moment que vous attendiez tous. On vous envoie en salle de tir avec Phil. À toi, mon Phil. Merci Simon. On se retrouve présentement dans la salle de tir au transport de valeur à Montréal et on va tester ce que tu nous as montré tantôt avec une veste pare-balles. Donc ici, on a une veste 3A. Évidemment, c'est super important de le dire, on est dans un environnement sécuritaire et contrôlé. Ne faites pas ça à la maison, c'est très important. Un excellent conseil, ça fait de ne pas essayer ça à la maison. Mais c'est super important, la sécurité, c'est la priorité, puis c'est ce qu'on avait discuté avec Dan quand on a parti ce projet un peu fou. C'était très important que ça soit extrêmement sécuritaire et encadré. Donc comment ça va fonctionner? On va essayer la veste sur un... Tu veux le cobaye, Phil? Non, Dan. La veste que nous avons présentement, bien, c'est une veste qui arrive à la fin de sa vie utile, donc les 5 années que Simon vous a mentionnées tout tantôt. Effectivement, est-ce que ça va passer? Fait que Dan, explique-nous comment ça va fonctionner aujourd'hui. Très simple, Phil. On va installer la veste pare-balles sur la cruche d'eau. On va se positionner à 10 mètres.
On va tirer un coup dans la veste par balle, on va aller valider qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'impact. Est-ce que ça l'a transpercé? Une balle, là, ça voyage à quelle vitesse? Phil, ça voyage très vite, 350 mètres secondes. Fait que ça va venir frapper très, très rapidement dans la veste. Puis c'est une 9 mm. C'est une balle 9 mm qu'on va utiliser. Après ça, on va faire le même exercice à 100 mètres et à 5 mètres. Parce que, comme Simon l'a mentionné, c'est pas magique une veste par balle. Ça va venir ralentir ou dissiper la vélocité du projectile, mais il y a quand même une zone d'impact où est-ce que vous allez recevoir, là, vous allez avoir un méchant bleu. Oui, effectivement, ça fait un bon coup. All right, Dan, c'est bon? C'est le temps, let's go! Honnêtement, là, ce qu'on veut démontrer, c'est que oui, elle va arrêter, mais l'impact. Fait que la bouteille va-tu absorber l'impact de la balle aussi? Moi non plus. Es-tu pogné? Elle est sortie? Elle est passée, mais c'est la veste qui... Regarde, arrêtez là. Fait que Dan, comment on explique ça? Ben, ce qu'on voulait démontrer est arrivé. On voit que le gilet par balle a arrêté la balle. Par contre, on voit l'impact. Qui est quand même, là, on voit, là, ça l'a renforcé. Là. Donc c'est sûr que là, la bouteille fuit, mais ça vous aurait quand même sauvé la vie, là, parce que sans ça, c'est sûr que la balle, elle traverse, elle part à travers les deux côtés. C'est pas magique, mais c'est fait pour ralentir la vélocité de l'impact, c'est de le disperser. Là. À l'intérieur de la... Ici, là, vous le voyez, là, le Kevlar a ressorti. La veste est complètement déformée, en fait. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que la veste se déforme pour que l'impact, justement... Je sens la balle. Ouais, on peut le voir. Donc, les balles sont emprisonnées dans le Kevlar qui est ici. Donc, à l'impact, le Kevlar va se déformer, va prendre de l'expansion, va onduler. Puis c'est ce qui va ralentir l'impact. Par contre, on le voit ici, là, si ça avait été votre abdomen qui aurait été là, vous auriez eu, il y aurait eu une douleur, là, il y aurait eu un impact. Ça n'aurait pas pénétré nécessairement. Ici, c'est sûr qu'on parle du plastique dur, mais ça vous aurait fait un méchant bleu. Là. Ça, c'est clair. On lui donne du congé ou... On pourrait le faire en mouvement, Phil. Tu pourrais te mettre la veste puis courir. Non? Will, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment avec la veste? On va l'ouvrir, right? On va regarder à l'intérieur comment ça s'est déformé. Exact. En même temps, ça nous permet de voir aussi à l'intérieur c'est quoi le Kevlar. Le Kevlar, on l'avait expliqué plus tôt, mais c'est différentes feuilles, dans le fond, là, on le voit très bien ici, qui sont compressées les unes sur les autres. C'est l'ensemble de ces feuilles-là mises ensemble qui vient créer la rigidité puis qui vient empêcher le passage du projectile, dans le fond. Puis ici, on le voit très clairement, là, comment ça l'a renfoncé. C'est un impact qui est franc. On pourrait peut-être même récupérer le boulet là-dedans. Ah ouais? On le voit comment ça se déforme. Là, on a juste retiré la housse, mais on voit, là, si elle avait été comme neuve, là, elle aurait été aussi franche que ça, là, ça d'épais. Mais ici, on voit à quel point elle a déformé, puis que toute la fibre, là, on voit la fibre ici qui a été arrachée, en fait, puis qui a ralenti le projectile. On va l'ouvrir, on va regarder à l'intérieur pour trouver la balle. Justement, ça, c'est l'impact à 5 mètres versus le 10 mètres sur le côté. Fait qu'on voit quand même là, que ça a renfoncé, tu dirais quoi, un pouce et demi de... Ouais, facilement un pouce. Un pouce, hein? On l'a trouvé! Donc, c'est Oh, wow, le ok. même type de boulet. Ok. Boulet à bout creuse. Ah, elle a complètement... Oh wow, OK, elle a complètement déformé. On le voit, là, ça va très loin dans le gilet. Là, ben, c'est clairement jusqu'à la dernière couche. Là. Quart de pouce, peut-être? Ouais, fait qu'il restait un quart de pouce. On voit l'impact qui est ici, mais tout le reste ici, tout a été déformé sous la force de l'impact. Donc, malgré les 5 années, malgré la fin utile de vie, on peut dire quand même que c'est un succès. Même s'il y avait eu un impact, je crois que la personne aurait pu s'en tirer pareil en tant que tel. Parce que la vélocité est tellement rendue basse, rendue au fait, quand elle a fini par traverser toutes les couches de Kevlar, elle est tellement rendue quand même basse que même si vous aviez été touché, vous auriez survécu à travers tout ça. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup à vous à la maison. Merci, Will. Merci excellent. C'était une expérience hors du commun qu'on ne répétera probablement pas pour visualiser puis bien comprendre comment les protections balistiques et puis les types de vestes qu'il y a sur le marché. À la prochaine! Pas pire, mais pas tant que ça. Là.